Mesdames, Messieurs, chères toutes, chers tous, la semaine dernière, nous avons vu l'évolution de la lecture et l'émergence du lecteur dans la littérature grecque d'environ 400 avant Jésus-Christ jusqu'au IIIe siècle après, et nous avons parlé de ce que le lecteur apprend au cours de cette période. Nous avons vu que la canonisation des textes modifie fondamentalement la production de la littérature. Les auteurs sont conscients de l'existence d'une tradition littéraire et en prennent compte en écrivant leurs textes. J'avais particulièrement insisté sur le fait que les textes invitent leurs lecteurs à les comprendre, à les interpréter, à trouver sa place dans leur monde possible. Aujourd'hui, je voudrais remonter dans le temps et montrer que cette émergence d'une culture de la lecture a été préparée dans les siècles précédents. Lorsque nous parlons de la civilisation grecque avant 400 environ, nous parlons d'une culture encore largement dominée par les formes orales de réception de la poésie. Les épopées homériques, la poésie lyrique, l'iambe et l'élégie, tous ces textes étaient déclamés par des chanteurs, comme vous voyez ici. Il devait bien sûr y avoir des versions écrites. On ne pourrait pas expliquer autrement pourquoi et comment ces textes ont été conservés s'il n'y avait pas eu d'exemplaires écrits. Et beaucoup de poètes de cette époque ont eu recours à l'écriture pour composer leur poésie. Les strophes compliquées d'un Pindare, par exemple, n'ont certainement pas été créées uniquement par composition orale. Mais ces textes étaient en premier lieu des outils permettant une représentation orale. De la même manière qu'aujourd'hui, par exemple, la partition d'une symphonie de Beethoven existe en premier lieu pour être réalisée par des musiciens lors d'un concert et non pas pour être lue, bien qu'il y ait des spécialistes capables d'apprécier la musique en la lisant dans une partition. Je ne souhaite pas remettre en question cette oralité de la poésie grecque archaïque. Je vais parler dans quelques instants de quelques détails importants qui indiquent que l'on a peut-être sous-estimé le rôle de l'écriture dès cette première phase de la culture grecque, mais mes arguments principaux vont dans une autre direction. Je vais montrer que même dans un monde de récitation et de réception orale, la poésie grecque contenait déjà cette ouverture d'un monde possible, qu'elle invitait son public à entrer dans ce monde, qu'elle ne se limitait pas exclusivement à la seule performance orale, mais se projetait dans un avenir et attendait ainsi des lecteurs futurs. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, je vais examiner brièvement 5 domaines avec vous. Tout d'abord, nous reprenons là où nous avons commencé la dernière fois avec la comédie d'Aristophane. De là, nous considérerons le théâtre athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ dans son ensemble, dans sa relation avec le public, puis nous passons aux plus anciens textes écrits de la littérature grecque qui nous soient parvenus, c'est-à-dire aux inscriptions et aux épigrammes. Nous nous penchons ensuite sur la poésie lyrique des 6e et 5e siècles, en particulier sur les épinicies de Pindare, pour enfin, en guise de dernière étape, évoquer très brièvement, peut-être trop brièvement, un aspect des épopées homériques. Revenons donc à cette année 405 avant Jésus-Christ et à la première représentation des grenouilles au théâtre de Dionysos. La semaine dernière, nous avons accepté sans difficulté un aspect des grenouilles qui mérite d'être souligné. Le sujet de toute la comédie est une vaste comparaison de la technique poétique d'Échille et d'Euripide, et Aristophane entre vraiment dans les détails. Dans une longue scène qui se déroule sur environ 300 vers, les deux adversaires commencent par citer des passages des œuvres de leur concurrent afin de prouver que celui-ci est un mauvais poète. Il s'agit d'abord des prologues des drames. Euripide reproche au prologue d'Échille d'être obscur et verbeux. Échille rétorque, en citant les prologues de 8 tragédies au total, que ceux d'Euripide sont stéréotypés et syntaxiquement monotones. Ensuite, il s'agit des vers lyriques dans les tragédies des deux poètes. Ici, des détails musicaux et métriques sont évoqués dont nous, lecteurs modernes, ne comprenons pas toujours complètement la portée. Enfin, dans une scène aussi bouffonne que grandiose, les deux prononcent chacun des vers dans des plateaux de balance afin de déterminer quelle poésie a le plus de poids, c'est-à-dire est plus digne et plus noble. La poésie est vraiment pesée dans une balance. La complétion des deux poètes aux enfers est donc longue et détaillée. Aristophane a lui-même effectué un travail intense et compte sur un public
intéressé par ces questions d'esthétique et de poétologie. Les Grenouilles ne sont pas la seule comédie d'Aristophane à traiter de la poésie de manière aussi approfondie et détaillée. Ces thesmophories, représentées probablement en 411, soit 6 ans plus tôt, avaient mis en scène de manière peut-être encore plus détaillée une version comique des tragédies d'Euripide. Aristophane ne se contente pas ici de faire apparaître Euripide comme personnage sur la scène, mais il parodie 4 de ces drames de manière détaillée et précise avec de nombreuses citations tirées du texte. Parmi ces pièces, nous retrouvons l'Andromède de 412 que Dionysos, vous vous rappelez, lisait dans son navire, mais nous trouvons aussi le Téléphos, dont la représentation remonte à plus d'un quart de siècle. Cela montre une fois de plus clairement, je pense qu'Aristophane devait de toute évidence disposer d'une riche collection de textes écrits des tragédies d'Euripide. Et l'intérêt pour Euripide remonte aux premières comédies qu'Aristophane a écrites. Déjà, dans ses Acarniens, représentés 20 ans avant les Grenouilles, il met en scène Euripide comme personnage comique. Il apparaît sur la scène. Le héros principal de la pièce, Dicéopolis, se rend à la maison d'Euripide, frappe à la porte et lui emprunte divers accessoires pour se déguiser en Téléphos, le héros de la tragédie représentée en 438, et pour susciter ainsi la pitié en portant des haillons. Ce drame est cité et parodié à plusieurs reprises dans un long discours que Dicéopolis fera plus tard dans la pièce. Les contemporains d'Aristophane avaient déjà remarqué que l'attention portée par Aristophane à Euripide était presque obsessionnelle. Voici 2 vers d'une comédie perdue de son collègue et concurrent Cratinos, dont nous reparlerons dans quelques instants. Il fait décrire ironiquement son concurrent comme un fin esprit, un chasseur de sentences et Euripide aristophanisant. Cratinos semble se moquer du fait que Aristophane ne cesse de parodier, de se moquer d'Euripide, mais qu'il a beaucoup appris de lui et qu'il emprunte ses procédés dramatiques. Donc il est un suiveur d'Euripide déguisé en critique d'Euripide. D'autres pièces d'Aristophane et de ses collègues comiques, dans lesquelles des tragédies sont abondamment citées et parodiées, dans lesquelles des poètes tragiques et des personnages tragiques apparaissent sur scène et sont raillés, ne nous sont malheureusement pas parvenus dans leur intégralité, mais nous avons des fragments et nous savons que c'était un élément central de la comédie du Ve siècle. Pourquoi j'insiste sur ce détail-là ? Pour composer de telles pièces, pour obtenir un effet comique, les poètes ne devaient pas seulement connaître, analyser et citer avec précision certaines tragédies, ils devaient également être extrêmement attentifs au développement de la tragédie. Dans les Grenouilles, Aristophane élabore de manière très précise, très convaincante aussi, la différence entre les tragédies d'Échille et celles d'Euripide. La déshéroisation, la plus grande proximité d'Euripide de sa psychologie avec le monde quotidien, la conception métrique nettement plus artificielle. Tout ça est observé avec une netteté étonnante. Pour faire des blagues efficaces, appréciées par son public, il devait donc devenir le premier historien littéraire d'Europe, percevoir les différences, les évolutions, apprendre à lire des textes avec précision sur fond de leur tradition, c'est-à-dire il devait déjà accumuler toute une série de connaissances que nous avons définies la semaine dernière comme typiques de la culture de lecture à l'époque hellénistique. Dans son rapport à la tragédie, la comédie fait de la poésie dramatique un système autoréférentiel, un système traité sur scène qui est en quelque sorte clos sur lui-même. La comédie fait de la poésie un monde à part, à côté du monde quotidien des spectateurs. Nous retrouvons le même soin et le même art de l'interprétation, non seulement dans le rapport à la tragédie, mais aussi lorsque nous regardons comment les poètes comiques se positionnent par rapport à leurs collègues et concurrents. Contrairement à la tragédie, les poètes comiques font souvent référence à la situation de représentation sur scène, aux réalités du théâtre et en particulier à la compétition. Ils expriment l'espoir de sortir vainqueurs à la fin et critiquent ou se moquent de leurs collègues. Voici un exemple tiré de la Paix d'Aristophane. C'est le chœur qui parle au nom de son poète et déclare, vous voyez ici, car d'abord seul entre tous,
Lui, Aristophane, a forcé ses rivaux à en finir de railler toujours les haillons et de faire la guerre à la vermine. C'est Héraclès, pétrisseur et affamé d'antan, le premier, il les a proscrits et discrédités. Il a supprimé les esclaves, s'enfuyant, trompant, se faisant battre exprès. Donc il a fini avec toutes ces mauvaises blagues qui sont démodées, qui sont clichés, dont il ne veut plus. Le chœur poursuit en disant qu'Aristophane a rendu la poésie sublime et grande et qu'il ne raille pas des personnes insignifiantes, mais des hommes politiques corrompus et puissants qui méritent pleinement cette critique. Dans ses rapports polémiques avec les collègues, il s'agit donc aussi de percevoir les nuances, les évolutions, il s'agit de démasquer certaines blagues comme étant démodées et banales, et afin d'y opposer sa propre créativité. Dans un cas particulièrement intéressant, nous pouvons au moins deviner comment une telle rivalité au théâtre a produit une image du monde de la poésie. Nous venons de faire la connaissance de Kratinos, vous vous souvenez, ce rival un peu plus âgé d'Aristophane, qui lui avait reproché de se moquer d'Euripide tout en l'imitant. Or, c'est ce collègue-là qu'Aristophane avait raillé avec un peu de suffisance dans une de ses comédies. Dans ses Cavaliers, il commence par faire une sorte de compliment à son aîné. Autrefois, Kratinos était une force de la nature, il était aussi puissant qu'irrésistible, un fleuve qui déborde et emporte tout sur son passage. Mais ce compliment ne sert qu'à détruire Kratinos de manière d'autant plus cruelle par la suite. Il n'est plus qu'une ombre de lui-même, un ivrogne mort de soif à la fin du texte, qui ne peut plus rien produire. Donc c'est un homme fini, c'est vraiment à la fin de sa vie. Aristophane met ces mots dans la bouche de son cœur avec une certaine témérité. Au moment de la représentation des Cavaliers, il a lui-même encore un blanc-bec. Ce n'est que la deuxième comédie qu'il fait produire. Kratinos, en revanche, est un poète à succès, expérimenté et apprécié. Quand Aristophane dit ici que Kratinos est fini, est mort pour la comédie, il se prétend son héritier. Il dit voilà, Kratinos est terminé, maintenant moi, le jeune Aristophane, j'arrive sur scène et je vais être son héritier. Mais il s'était attaqué à quelqu'un qui savait se défendre. L'année suivante, Kratinos réagit avec la comédie Pythynée, on pourrait traduire par La bouteille, dans laquelle il se met lui-même en scène comme personnage, reprenant les moqueries d'Aristophane et les utilisant à son propre avantage. Dans cette pièce, le personnage Kratinos, sur scène, est marié à Dame Comédie personnifiée, mais celle-ci le quitte pour cause de négligence et demande le divorce parce qu'il a trompé avec qui ? Avec Dame Ivresse. Nous ne disposons malheureusement que de fragments de cette comédie. Nous ne savons pas exactement comment l'action s'est déroulée, mais nous voyons au moins la suite, ou disons la solution de ce nœud dramatique. Il semble que Kratinos ait réussi à retrouver sa force créative sur scène. Les vers ici sont manifestement prononcés par quelqu'un qui admire ou redoute la puissance poétique de Kratinos. Et vous voyez que Kratinos revendique et réutilise l'image forgée par Aristophane selon laquelle il est un fleuve puissant qui emporte tout sur son passage et va tout submerger avec ses poèmes. À la fin de ces Dionysies, Kratinos avait en tout cas prouvé de manière impressionnante à son jeune collègue qu'il n'était pas du tout un être fini, un homme du passé. Il gagne le concours. Aristophane ne termine que troisième avec sa comédie Les Nuées, et c'est une défaite qu'il mentionne plusieurs fois dans ses comédies. Il semble vraiment l'avoir beaucoup affecté et il semble vraiment qu'Aristophane ait pris ça à cœur. Un détail de cette anecdote qui nous échappe, c'est l'esprit dans lequel de telles moqueries et de telles insultes sont faites. Aristophane et Kratinos sont-ils allés boire un verre ensemble après la représentation en bons collègues et se sont-ils serré la main en disant « Voilà, mon vieux, c'était pas mal ce que tu as fait là » ou bien tout cela était-il plutôt sérieux pour eux? Et cette rivalité professionnelle, si j'ose le dire, était-elle une véritable inimitié? En tout cas, il est clair qu'il s'agit là d'une version scénique de Kratinos, ce Kratinos sur scène. Une version scénique que nous ne devons pas confondre avec la personne réelle dans la vie d'Athènes. Cet exemple montre clairement pourquoi la comédie joue un rôle important dans l'établissement de la lecture du lecteur. Sur la scène comique, les poètes et leurs textes sont amenés à dialoguer entre eux, ce qu'ils ne faisaient pas de la même manière dans le monde réel.
Si on réfléchit un peu, Athènes était une très grande ville selon les critères antiques, une ville moyenne selon nos critères actuels. Les cercles intellectuels étaient relativement restreints. Il est plus que plausible que les poètes comme Euripide, Cratinos, Aristophane se connaissaient entre eux, se rencontraient assez souvent dans les dîners mondains. Dans son banquet, Platon fait assister Aristophane à la célébration de la victoire du jeune tragédien Agathon. À la fin du banquet, c'est une scène assez fameuse que vous voyez ici, seuls les deux poètes, Agathon et Aristophane, sont encore éveillés avec Socrate, buvant dans une grande coupe, et Socrate les oblige à admettre qu'un tragédien peut aussi écrire des comédies et vice-versa. Cela me semble une image assez juste des cercles d'intellectuels et d'artistes à Athènes, de ce petit monde germano-pratin où tout le monde se connaît. Mais les rencontres sur la scène comique sont différentes. Ici, ce ne sont pas des hommes en chair et en os qui se rencontrent, mais des abstractions des textes qu'ils ont écrits, qu'il s'agisse de l'Euripide des grenouilles ou du Cratinos de la bouteille. C'est, si vous voulez, la fonction de leur propre texte qui apparaît sur scène et non pas l'homme lui-même. La poésie devient ici un monde possible et autonome que les spectateurs perçoivent au théâtre, dans lequel ils doivent s'orienter, dont les acteurs agissent de manière compréhensible et cohérente, mais justement pas comme les personnes dans la réalité. Je voudrais encore souligner un dernier aspect de ce monde possible de la scène sur lequel j'ai déjà brièvement attiré l'attention la semaine dernière. Dans la comédie, les spectateurs acceptent que les lois habituelles de notre monde quotidien ne s'appliquent plus pleinement sans restriction, mais qu'ils trouvent à leur place une réalité absurde que je qualifie de logique comique. J'en montre un exemple. Dans la comédie La Paix, le héros Trigée, on en a déjà un peu parlé la semaine dernière, se rend sur l'Olympe pour y libérer la déesse de la paix, enfermée dans une cave. Pour y parvenir, il a nourri un bousier, un insecte, avec du fumier, jusqu'à ce que le bousier soit assez grand pour le porter sur son dos. Et sur le dos de ce bousier, il vole donc dans le ciel, dans l'Olympe. Dans cet exemple, vous voyez la logique comique à l'œuvre. Pour nous amuser, nous faisons semblant de croire à un monde, nous faisons semblant de croire possible un monde où les bousiers peuvent être nourris de manière à porter un homme. Mais lorsque Trigée arrive effectivement sur l'Olympe, il appelle les autres Grecs à l'aider à libérer la déesse de la paix, et ces autres Grecs arrivent en quelques secondes. Comment ils sont arrivés sur l'Olympe? Pourquoi ils n'ont pas eu besoin de bousiers eux-mêmes? Ce n'est pas expliqué. C'est un monde à l'envers, un monde carnavalesque où les lois normales de la réalité ne s'appliquent pas. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le fonctionnement du monde possible de la comédie? La comédie partage avec sa sœur aînée, avec la tragédie, cette puissance de créer son propre monde sur scène. La tragédie présente elle aussi un monde qui obéit à ses propres règles et invite les spectateurs à s'identifier aux personnages, à s'impliquer dans ce monde, à trouver une place dans ce monde. Pour la tragédie, nous avons des témoignages qui montrent qu'on réfléchissait sur le fonctionnement de ce monde possible. Ça, c'est un texte vraiment très important, un texte clé sur le fonctionnement de la tragédie, qu'a écrit le sophiste Gorgias, où il dit « La tragédie produit une tromperie, comme dit Gorgias, le trompeur est plus honnête que le non-trompeur, et le trompé plus sage que le non-trompé. » Donc, il est nécessaire, pour apprécier pleinement la tragédie, de se laisser impliquer dans ce jeu, de faire semblant de croire, de se laisser tromper. Il parle donc précisément de cette immersion des spectateurs dans le monde tragique. Cela est donc un trait que la comédie a en commun avec la tragédie. Mais il y a une différence fondamentale entre ces deux types de drames. La comédie brise sans cesse le quatrième mur et attire ainsi l'attention de ses spectateurs sur la différence entre le monde joué et le monde réel. Un exemple, Trigée dans La Paix vole sur le dos de son bousier, mais en même temps, il est aussi un acteur qui parle au machiniste ici. « Machiniste, fais attention, car je sens déjà je ne sais quelle flatuosité tournoyer autour de mon nombril. Et si je ne prends pas garde, je vais fournir de la pâture à l'escargot. » Donc il a très peur de souiller ses vêtements. Il est en même temps un personnage de comédie et un acteur sur scène. Dans Les Guêpes, autre exemple,
Au début, les acteurs invitent les spectateurs à deviner de quelle maladie souffre le héros de la comédie. Et ils disent, voilà, celui-là dit la fièvre, non, ce n'est pas la bonne solution, c'est différent, celui-là, c'est l'ivresse, etc. Donc, ils font semblant de discuter, de dialoguer avec le public. Il en résulte ce qu'on appelle en termes modernes la défamiliarisation. Nous sommes empêchés d'accepter simplement la réalité de la scène. Notre attention est dirigée vers la distance entre le monde joué et la réalité. De cette manière, les spectateurs athéniens n'oublient pas que ce qu'ils voient sur scène, ce n'est pas leur réalité, mais c'est un monde possible qui doit être compris et interprété par immersion. Ils gardent ce que William Marx mardi a appelé la bonne distance à la fiction qu'ils sont en train de regarder. Je voudrais rester encore un instant sur la scène attique. Mon dernier point ne se limite toutefois plus au drame, mais nous mène déjà vers la poésie lyrique. Pour illustrer cela, je vous montre ici un fragment d'une tragédie attique inconnue. Le chœur y fait allusion à un mythe connu. Zeus aime la jeune Io, mais comme il craint qu'Héra ne découvre cet amour, il la transforme en génisse. Le chœur commence sa strophe par une question apparemment rhétorique. Pourquoi devrais-je parler d'Io ? Pour ensuite, à la fin de la strophe, répéter la question et avouer « Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle je devrais en parler. » Pourquoi parler d'Io ? Aucune idée. Peut-être que l'une ou l'autre de vous aura reconnu le texte. Il ne s'agit pas d'une véritable tragédie grecque, mais d'une parodie écrite par le philologue et poète anglais Alfred A. Housman qui, dans cette petite pièce, se moque de manière très amusante du style de la tragédie attique. Son collègue David Raven a ensuite traduit en grec ce texte anglais. Mais avec son imitation pertinente, Housman met en lumière le point que je voudrais souligner ici. Dans la culture grecque, les mythes sont racontés non seulement dans la tragédie, mais aussi dans de nombreux autres genres poétiques. Dans la tragédie, c'est régulièrement le chœur qui, de cette manière, commente l'action scénique en faisant référence à des mythes ou qui prononce des réflexions générales. Et la question que le chœur pose ici chez Housman est une question que le public du théâtre a lui aussi dû poser à maintes reprises. Pourquoi précisément ce mythe ? Pourquoi cette réflexion ? Quel est le rapport avec l'action sur scène qu'on vient de voir ? Ce mythe offre-t-il un parallèle, un contre-exemple, une incitation, un avertissement ? Pourquoi le chœur chante-t-il cette chanson-là ? Quelle nouvelle dimension ouvre-t-il ? Dans de nombreux cas, les interprètes sont jusqu'à nos jours à la recherche de la bonne interprétation. C'est ce que je voudrais vous montrer très brièvement à travers l'un des chœurs les plus célèbres de toute la tragédie, c'est dans l'Antigone de Sophocle. Au début de l'Antigone, Créon a pris le pouvoir après la mort d'Éthéocle et de Polynice. Il a fait une sorte de déclaration de politique générale dans un long discours pour expliquer comment il veut gouverner la ville. C'est alors qu'un soldat fait irruption sur la scène et annonce que, contrairement à l'interdiction qu'a prononcée Créon, quelqu'un a vraiment enterré Polynice. Il s'ensuit un chant choral qui commence ainsi. Voilà, vous verrez, vous avez peut-être déjà lu ou entendu ces vers à un moment ou à un autre. Polatadeina kudnantropu deinotrampele. Il est bien d'émerveiller. C'est la traduction de Paul Mazon, Polatadeina, mais c'est difficile de capter le grec dans un français correct. Deina, c'est en même temps terrifiant et capable, puissant. Sur la terre, il y a beaucoup de choses qui sont terrifiantes dans leur puissance. Et l'homme est le plus terrifiant de toutes ces choses-là. Comment les spectateurs vont-ils entendre ce chant ? Le chœur réagit-il simplement à la nouvelle de l'enterrement et exprime-t-il que l'homme est capable de tout ? Ou s'agit-il de pensées philosophiques qui dépassent largement le contexte immédiat et qui invitent chaque spectateur à réfléchir à son tour sur ce qu'il y a de si merveilleux, de si terrifiant, de si puissant chez l'homme ? Les images impressionnantes du chœur que vous voyez ici, l'homme traverse la mer, il laboure la terre, il a la pensée politique, il fonde des villes, etc. Tout ça, toutes ces réflexions semblent dépasser leur contexte étroit et semblent inviter à réfléchir de manière générale sur la place de l'homme dans le monde. Dans quel sens l'homme est-il déinos, terrifiant aussi bien que puissant et merveilleux ?
Son esprit d'entreprise est-il bon ou mauvais? Et qu'est-ce que cela signifie pour la tragédie qu'ils sont en train de voir sur scène? Ce que je veux montrer ici, c'est que ces chants choraux, ces références aux mythes, ces réflexions générales sont autant de signaux pour les spectateurs, leur montrant que ce qui se passe sur scène nécessite une lecture, une interprétation, que cela signifie bien plus qu'une simple histoire de princes et de héros situés dans un passé légendaire. Les drames attiques sont des textes qui ne livrent pas facilement leurs secrets, qui résistent à cette lecture. Ils rendent nécessaire une interprétation approfondie. Ils présentent un monde dans lequel le public doit d'abord s'orienter. Depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs ont inventé toute une série de stratégies de lecture pour révéler ce sens profond caché dans les récits, avec toutes les aberrations dont on a parlé William Marx mardi dans son cours, hein, l'allégorie, tout ça, le sens caché dans les mythes, tout ça se trouve déjà en Grèce. Et on pourrait dire que ce type de lecture a été initié par la question de la pertinence des mythes et des réflexions. De même que nous comprenons qu'un récit d'une jeune femme qui, dans une petite ville de province, est infidèle à son mari et s'empoisonne à l'arsenic, ou l'histoire d'un jeune homme qui vient à Paris pour y devenir un grand poète et qui échoue, que tout cela est plus qu'un fait divers curieux, que cette histoire nous dit quelque chose sur la vie humaine et donc aussi sur nous-mêmes. De même, les spectateurs athéniens comprenaient aussi qu'Électre et Édipe, Agamemnon et Médée parlaient de la vie des spectateurs, que la résistance d'Antigone à Créon était un exemple de cette puissance terrifiante de l'homme qui allait résonner en eux longtemps après la fin du spectacle. J'en viens à mon deuxième exemple et je dois ici modifier légèrement ce que j'ai dit dans la première conférence. Nous avons vu comment la lecture et l'écriture se sont répandues en Grèce à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ et comment les livres sont devenus le support dominant des textes et comment la lecture est devenue le mode dominant de réception. Tout cela est vrai, mais il faut tout de même noter que l'écriture a été introduite bien plus tôt en Grèce et que nous avons des témoignages écrits bien plus anciens, mais pas sous la forme de livres. Vous voyez ici une image et une transcription de ce qui est probablement le plus ancien témoignage de l'alphabet grec, la coupe dite de Nestor, trouvée sur l'île d'Ischia dans le golfe de Naples. L'écriture de la coupe peut être datée aux environs de 735 avant Jésus-Christ. C'est donc plus de 200 ans avant les grenouilles et avant la diffusion générale du livre. Comme vous pouvez le constater, l'inscription nous est parvenue mutilée. Vous voyez en haut un peu les chars de cette coupe et il y a des lacunes. Malheureusement, dans le premier vers, il y a une lacune exactement là où se trouvait le verbe, de sorte que nous ne savons pas s'il s'agit d'un exemple de ce qu'on appelle un objet parlant, c'est-à-dire la coupe parlait d'elle-même à la première personne, je suis la coupe de Nestor, ou s'il faut ajouter ici une troisième personne, c'est-à-dire il y avait une coupe de Nestor. Ce que je voudrais souligner, depuis l'an, disons 700 avant Jésus-Christ, nous disposons de toute une série de textes écrits conservés sur des supports durables comme la céramique, la pierre ou le métal. Il s'agit le plus souvent de textes courts, comme des inscriptions funéraires ou dédicatoires. Il n'est malheureusement plus possible aujourd'hui de répondre à la question de savoir combien de personnes savaient lire de telles inscriptions. Ceux qui les faisaient graver, pour des sommes assez importantes, c'était quand même un investissement de faire une inscription sur un objet, sur une pierre, pour conserver la mémoire d'un défunt ou pour témoigner d'une dédicace, avaient manifestement la conviction que leurs paroles seraient ainsi conservées longtemps. Ils devaient donc au moins s'attendre à ce qu'elles puissent être lues dans l'avenir. Il devait y avoir des ouvriers spécialisés pour rédiger et pour graver ces inscriptions, et nous pouvons supposer qu'en règle générale, ce n'était pas probablement les mêmes personnes qui assumaient les deux tâches. Ceux qui rédigeaient, l'inscription n'était pas les mêmes que ceux qui les inscrivaient dans la pierre. Un aspect m'importe ici et que je voudrais illustrer à l'aide de quelques exemples. Et si vous avez suivi le cours de William Marx mardi et avez aimé les tombeaux et leurs inscriptions, vous serez régalés ici dans les minutes qui viennent. Dans la coupe de Nestor, nous ne pouvons pas constater d'une manière certaine qui est le sujet de l'énonciation.
Quelle est la voix qui parle ici? Dans beaucoup d'autres inscriptions, cet aspect est clair. Voici une petite statuette qu'un Monticlos, que nous ne connaissons pas autrement, a consacrée au dieu Apollon au remerciement d'un butin de guerre. La voix qui se fait entendre ici dans ces vers est celle de la statuette elle-même. Il m'a consacré. C'est la statuette elle-même qui parle. Si nous imaginons un lecteur antique contemplant cette offrande et lisant l'inscription, très probablement à haute voix, ce lecteur, en écoutant sa propre voix, doit faire un certain effort d'interprétation. Il doit comprendre que le « je » qu'il prononce, qu'il entend de sa propre voix, fait maintenant parler le monument, le « tu » dans ce cas, est le dieu Apollon. Cet effort d'interprétation peut sembler évident au premier abord. Nous comprenons cependant mieux qu'il nécessite un vrai travail de lecture et d'interprétation si nous nous rappelons que ces textes courts mettent à chaque fois le lecteur au défi de trouver leur place, de positionner ce « moi » qui parle, car la première personne peut prendre une série de formes très différentes. Nous venons de faire connaissance avec l'objet parlant, c'est le cas le plus fréquent. Dans de nombreux autres épigrammes, c'est le mort au singulier, nous en verrons un exemple dans quelques instants, ou les morts ou au pluriel qui parlent. Ici, vous voyez une épigramme gravée sur la tombe des Corinthiens, tombés à la bataille de Salamine. C'est un cas vraiment extraordinaire. Nous avions connaissance de cet épigramme grâce à des citations dans les textes littéraires, dans Plutarque notamment. Et puis au XIXe siècle, on a retrouvé un reste de la pierre sur laquelle le texte était inscrit. Ici, le « je » ou le « nous » plutôt du texte, ce sont les morts eux-mêmes qui parlent. Mais la première personne peut aussi bien être prononcée par les proches du défunt, par quelqu'un qui exprime sa tristesse face à la mort, comme dans cet exemple. Quand je vois ici le tombeau du jeune Autocélidas, je m'afflige, et à cause de sa mort, je verse des larmes, quelque chose comme ça. On a parlé ici dans la recherche de l'endeuillé anonyme, le anonymous mourner en anglais. Donc ça, c'est la première personne. Il y a plusieurs possibilités de la remplir, de faire parler une voix, et à chaque fois, un lecteur doit reconnaître quelle est la bonne manière d'entendre cette première personne. L'autre côté du dialogue, c'est-à-dire le « toi » dans le texte, est probablement encore plus intéressant pour notre sujet. Nous avons déjà rencontré, ou nous rencontrons ici déjà, dans un moment très précoce de la civilisation grecque, ce lecteur dans la littérature grecque. Tout comme la première personne, la deuxième personne peut fonctionner de différentes manières. Nous avons déjà vu des exemples où l'on s'adresse à un dieu, vous vous rappelez d'Apollon. Voici une épigramme très fragmentaire datant du VIe siècle avant Jésus-Christ, où cette deuxième personne, ce toi, désigne le défunt lui-même, loué pour avoir été particulièrement fidèle ou particulièrement fiable. Pistos peut dire les deux choses. Malheureusement, nous ne savons pas si le texte a été commandé par son épouse ou par les partenaires commerciaux ou par les camarades dans l'armée, ce qui modifierait le sens de pistos dans cet épigramme. Mais en règle générale, le toi, la deuxième personne, c'est le lecteur de l'épigramme, et il vaut la peine de réfléchir un instant à la production de tel texte. Walter J. Ong, élève du célèbre théoricien de la communication Marshall McLuhan, s'est intéressé dans de nombreux ouvrages aux phénomènes et aux conséquences de l'écriture en tant que moyen de communication. Dans un petit essai de 1975 qui n'a pas été traduit à ma connaissance, il a souligné que le public d'un écrivain est toujours une fiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, au moment où je m'assois pour écrire une lettre, mon public, le correspondant, est loin de moi, sinon je n'aurais pas besoin d'écrire une lettre. Et ce public n'existe que dans mon imagination. Ça, c'est vraiment l'inverse d'une communication orale, où l'autre est toujours en face de moi, je le vois. Tandis que pour un écrivain, l'autre est toujours loin, n'est pas visible. C'est exactement la situation dans laquelle se sont trouvés les auteurs de nos inscriptions. Au moment où ils rédigeaient les inscriptions, ils se projetaient dans l'avenir et se demandaient « Qui va lire mon texte ? Comment pouvons-nous motiver ce lecteur à s'intéresser à ce texte, à dialoguer avec lui? Dans quelle situation va-t-il se trouver?
Si nous considérons la manière dont les épigrammes positionnent le lecteur, nous voyons bien que leurs auteurs ont parfaitement compris cette projection dans l'avenir, ce défi, cette projection de l'acte de lecture, et qu'ils ont écrit leur texte en conséquence. Or, qu'est-ce qu'on pouvait savoir de ce lecteur? Nous avons déjà vu l'exemple du tombeau des Corinthiens. En voici un autre, c'est peut-être l'épigramme la plus célèbre de toute l'Antiquité pour les Spartiates tombés aux Thermopyles. Vous la connaissez sans doute tous. Le lecteur ici est appelé étranger. Pourquoi? Parce que le tombeau ne se trouve pas à Sparte, mais à des centaines de kilomètres de là, dans le nord de la Grèce. Celui qui passe, regarde et lit l'inscription a donc toutes les chances de ne pas être un Spartiate. C'est donc un étranger pour les morts qui parlent. C'est pour ça que les morts disent étranger. Dans d'autres cas, la seule chose que l'on sait, c'est que le lecteur est un passant. Les tombeaux grecs se trouvaient généralement non pas dans les cimetières, mais au bord des routes, à l'extérieur des villes. C'était donc les passants, les voyageurs qui les regardaient et prenaient peut-être le temps de lire les inscriptions. Ici, vous voyez un très très beau texte très court pour un défunt trouvé à Érythrée dans l'île d'Ébé. Dès le début, l'inscription interpelle les passants. Pariontes, vous qui passez, kairete toi pariontes, les invite à la lecture et les informe sur le défunt Mnésité qui parle lui-même. Il était originaire d'Égine, c'est sa mère qui a fait construire le tombeau, et je trouve particulièrement fascinant les deux derniers vers dans lesquels nous avons ce qu'on appelle une mise en abîme. Dans un bref discours direct, le tombeau dit ce qu'il dira dans l'éternité. Voici la tombe que Timaréthée a élevée pour son cher fils défunt. Donc ça, c'est un texte qui réfléchit vraiment sa propre manière de réception, sa manière de production, qui réfléchit sur le fait qu'il soit un texte écrit. Un dernier exemple. Chaque auteur d'une épigramme sait au moins une chose précise sur son lecteur. Lui aussi est un être humain, il mourra un jour, et c'est pourquoi il doit éprouver de la compassion pour le mort et verser une larme pour lui. Ce dialogue entre l'inscription et le lecteur montre clairement que les auteurs de tels textes anticipaient leur réception. Ils se considéraient comme de véritables écrivains dans un monde de lecture. Ils faisaient une place aux lecteurs dans leurs textes et ils comptaient sur des générations de lecteurs futurs auxquels le texte ne cessera de parler tous les jours. Donc ils voyaient vraiment le monument devant leurs yeux à cette route qui va parler aux passants dans l'éternité. J'aimerais beaucoup vous montrer un témoignage d'un lecteur antique de ces épigrammes parlant de son expérience, disant voilà, je suis tombé sur tel épigramme, c'était magnifique, je me suis vraiment posé des questions sur ma vie, etc. Un journal intime ou une lettre par exemple. Mais hélas, nous n'avons pas ce genre de document. Mais un dernier texte peut, me semble-t-il, nous montrer que là aussi, les Grecs étaient conscients de ce travail de la lecture. Il s'agit d'une épigramme de Callimaque, ce bibliothécaire et poète érudit que nous avons déjà rencontré la dernière fois. Il est fort probable qu'il ne s'agisse pas d'une véritable inscription, mais d'une épigramme livresque, qui était une simple fiction, si vous voulez, un genre extrêmement apprécié et populaire à l'époque hellénistique. Vous voyez ici le texte long de 2 lignes seulement. C'est donc une épigramme dédicatoire. À toi, Dieu, tueur de lions, tueur de sangliers, cette massue de chêne, qui me la donne? Archinos. Quel Archinos? Le Crétois. J'accepte. Donc le texte met en scène exactement ce que nous venons d'analyser, à savoir un dialogue entre la voix de l'épigramme et son destinataire, le deuxième locuteur de l'épigramme, n'étant pas ici le lecteur, mais le dieu Héraclès lui-même. Il s'agit d'une épigramme dédicatoire qui accompagnait la consécration d'une massue en bois de chêne. Selon une technique que nous connaissons déjà, c'est l'objet lui-même qui s'exprime et qui donne d'abord des indications sur le destinataire. Il n'est pas nommé, mais il est très clairement identifié comme Héraclès par ses épithètes. Mais avant que la pauvre massue n'ait pu terminer sa phrase, Héraclès l'interrompt sèchement avec une question d'une seule syllabe. Qui? Réponse Archinos, lequel, celui de Crète, et Héraclès met fin au dialogue accepté. C'est un texte magnifique, comme tous les textes de Callimaque, si vous regardez. Héraclès commence avec une seule syllabe,
tis, ensuite il y a 2 syllabes, poios, et ensuite 3 syllabes, dekomai. Il devient de plus en plus long, tandis que la voix de l'épigramme, la voix de la massue devient de plus en plus courte. Tinmen, hein, c'est tout un vers, archinos, 3 syllabes, okres, 2 syllabes, et puis la voix de l'épigramme, c'était. Ici, nous voyons comment fonctionne la lecture d'un épigramme, comment le lecteur obtient des informations au fur et à mesure de sa lecture et comment il conclut finalement le processus de lecture. Message reçu, dekomai. Hein? J'accepte, j'ai compris, fin de l'épigramme. Je voudrais m'attarder encore un peu sur l'aspect de la projection dans l'avenir que nous trouvons dans ces textes écrits. Non seulement les inscriptions et les épigrammes, mais une grande partie de la poésie grecque de la période archaïque se tourne vers des destinataires futurs et s'attend à ce que sa parole continue à résonner longtemps, éternellement. À titre d'exemple, nous nous penchons tout d'abord sur ce qu'on appelle l'épinicie. Qu'est-ce qu'une épinicie ? Il s'agit d'odes célébrant la victoire de vainqueurs dans les Jeux panhelléniques comme les Jeux olympiques. Ces vainqueurs, généralement issus de familles puissantes et riches, avaient remporté un succès que les gens de l'époque trouvaient absolument enviable et grandiose. C'était vraiment le sommet de leur existence d'avoir gagné aux Jeux olympiques. Et donc, ils avaient intérêt à immortaliser ce succès. Pour ce faire, ils pouvaient d'une part dédicacer de précieux objets dans les temples, ériger des statues, éventuellement accompagnés d'inscriptions, ou ils pouvaient encore faire composer une ode triomphale par un poète. Et les auteurs de telles odes ne se lassaient pas de souligner que la poésie vient des muses, filles de la mémoire, de la mnémosyné, et que la poésie gardera vivante la mémoire de cet exploit. Voici le début d'une telle ode écrite pour le Pancrate Pythias d'Égine. Nous voyons ici la concurrence entre les différentes manières de conserver la gloire de cette victoire pour l'éternité. Lorsque le sujet du poème dit de lui-même qu'il n'est pas statuaire, il veut montrer la supériorité de son art sur les statues. Les statues restent toujours au même endroit, sur leur socle, tandis que sa douce chanson va partir sur des bateaux depuis Égine et annoncer sa gloire partout en Grèce. Comme dans le poème que nous venons de voir, Pindare parle souvent d'envoyer son chant comme un objet physique sur un bateau, sur un navire. Les interprètes se sont souvent demandé ce qui signifie cet envoi. Est-ce simplement une métaphore pour dire qu'il a composé un poème qui louera le vainqueur, ou s'agit-il réellement de manuscrits que le poète envoie dans la patrie du vainqueur afin qu'un chœur ou un soliste puisse chanter sa poésie? Est-ce que c'était vraiment un objet physique, voire un manuscrit? Il n'est malheureusement pas possible de répondre avec certitude à cette question, car nous n'avons pas de témoignages fiables de l'époque de Pindare. Il n'est pas douteux que Pindare connaissait l'écriture, qu'il a probablement composé ces odes complexes par écrit, et qu'il a ensuite utilisé le manuscrit comme partition pour les faire réciter. C'est plausible, mais ce n'est pas vraiment démontré. Il utilise l'écriture et la lecture comme métaphore de sa poésie, comme vous voyez ici, ce vainqueur olympique, lisez-moi, le garçon d'Archéstratos, là où dans mon esprit il est écrit. Donc il utilise l'écriture, la lecture comme métaphore. Et s'il utilise l'écriture comme ça suppose qu'elle soit bien connue par son public, que son public puisse vraiment imaginer, lire et écrire des textes, etc. Or, les chercheurs du XXe siècle ont souvent mis l'accent sur le caractère occasionnel et oral des odes de Pindare et ont tenté de reconstituer les circonstances sociales et rituelles de leur performance. Ils ont ainsi quelque peu négligé un aspect qui a été davantage pris en compte par la recherche au cours des 20 dernières années. Dans ses poèmes, Pindare ne cesse de souligner que seule la parole poétique peut donner une durée aux grands exploits des vainqueurs. Grâce à sa poésie, les générations futures entendront encore parler de ses victoires. Et il a étonnamment eu raison avec ça, on en parle encore de ces vainqueurs des Jeux olympiques, 2500 ans après. Comment Pindare se représente-t-il cette survie de sa poésie? Il ne s'est sans doute pas imaginé, comme un poète érudit de l'époque hellénistique, un public de lecteurs anonymes qui prendraient connaissance de ses poèmes sous forme d'un livre, mais plutôt à ce que ces poèmes soient représentés,
rechantés, reperformés. Ces représentations pouvaient être organisées, par exemple, par les familles des vainqueurs lors des fêtes officielles ou bien dans un cadre privé. Nous voyons ici un exemple de la façon dont Pindare imagine une telle reconstitution, une telle représentation. Dans le même poème que nous venons de voir, il imagine le père défunt du vainqueur, un certain Timocrite. Si Timocrite, dit-il, vivait encore, il chanterait souvent cet hymne de victoire précisément pour que la victoire de son fils continue à vivre dans la parole poétique. Donc il imagine Timocrite dans sa maison, dans un cadre très privé, avec sa lyre, rechantant ce poème, cette ode que Pindare a composée. Je vais vous montrer un autre exemple d'une telle reprise. Un collègue un peu plus âgé de Pindare était Simonide de Céos. Contrairement à Pindare, nous n'avons pas des odes complètes de lui, seulement quelques petits fragments. Dans l'un de ces fragments, il chante la victoire d'un lutteur dont le nom était Krios. Or, comme c'est souvent le cas avec les noms grecs, ce nom est également un substantif et signifie bélier. Or, Krios, ce bélier, avait apparemment dû beaucoup souffrir pour remporter sa victoire olympique, et Simonide se moque gentiment de lui en écrivant que Krios a été bien tondu. Quand Krios arriva au sanctuaire de Zeus, aux Beaux-Arbres, sa tonte était belle à voir. Ouk aekios, c'est-à-dire, ça veut dire plusieurs choses en même temps. Ouk aekios veut dire, d'un côté, c'est absolument normal, avec un nom comme ça, qu'il a été tondu. Et de l'autre côté, ça lui va assez bien, cette tonte, il a une belle coupe de cheveux, les deux. Donc Simonide se moque un peu de Krios, tout en chantant sa victoire. Cette ode, avec son humour inoffensif, est devenue célèbre en Grèce et a été chantée en dehors de la famille de Krios. Dans sa comédie Les Nuées, jouée environ 50 ans après la victoire de Krios, le héros comique Strepsia demande à son fils lors du dîner de chanter ce poème de Simonide, mais le fils trouve le poème démodé et critique Simonide comme un mauvais poète. Il refuse donc de chanter. Ce que nous voyons ici, une épinicie, pouvait continuer à résonner en dehors de son contexte social, familial ou dynastique d'origine. Une telle épinicie pouvait être appréciée pour ses qualités esthétiques, pour cette bonne blague, etc. Ça, c'était une façon d'assurer la survie de ces victoires et d'éterniser la gloire de ces victoires. Les poètes comme Simonide ou Pindare avaient en tête de telles représentations lorsqu'ils parlaient de la durée que leurs œuvres donneraient aux grands exploits. Ils se trouvaient ainsi dans une situation très similaire à celle des auteurs des épigrammes que nous venons de voir. Ils avaient un public lointain et fictionnel auquel ils pensaient en rédigeant, dont ils anticipaient la situation, dont ils imaginaient l'interprétation, un public loin, dans les générations futures. De cette manière, on peut dire que même ces textes oraux créaient déjà une place pour le lecteur, qu'ils prévoyaient leur répétition, leur décontextualisation. Un dernier exemple permet d'illustrer ce point. Simonide est devenu particulièrement célèbre parce qu'à l'époque des guerres perses, plusieurs individus et villes lui ont demandé de composer des poèmes pour célébrer cette immense victoire des Grecs. Il a ainsi écrit une élégie pour les Spartiates qui ont vaincu l'armée perse à Platée, mettant ainsi un point final à la victoire grecque sur le roi Xerxès. Longtemps, ce poème n'était connu que par quelques pauvres citations, mais en 1992, un papyrus a été publié contenant d'importants passages, bien que toujours fragmentaires, de l'ensemble du poème. Donc depuis, nous voyons un peu la structure de ce poème. Ici, je ne peux pas rendre justice à ce texte souvent étudié et discuté. Je veux simplement attirer votre attention sur quelques aspects importants pour notre sujet. Dans ce poème, Simonide met en parallèle d'un côté l'exploit des héros de la guerre de Troie et celui des Spartiates de Platée, mais il met surtout son propre œuvre poétique en parallèle avec celle d'Homère, comme vous pouvez le voir ici. Il dit, les Vaïas danaïens, ils ont détruit la ville célèbre dans les champs, une gloire éternelle est versée sur eux à cause d'un homme qui avait reçu de la part des Muses à la chevelure noire toute la vérité. Donc c'est grâce
à un homme, c'est grâce à Homère bien sûr, que la gloire de ces Danaïens reste toujours dans le monde éternisé. Sa poésie a rendu cette guerre fameuse parmi les générations futures. Après ce passage, le narrateur dit adieu à Achille, le héros le plus célèbre de la guerre de Troie, et se tourne vers son véritable sujet. Il demande à la muse de lui venir en aide afin que les Spartiates, qui ont repoussé le jour de l'esclavage, puissent eux aussi connaître une gloire immortelle. Nous nous souvenons, cette gloire immortelle est le but de la poésie de louange. Nous l'avons vu avec Pindare et avec Simonide. Le lien avec le mythe dont nous venons de parler se voit ici très clairement, ainsi que le travail d'interprétation demandé au public de cet hôte. Le public a dû se demander pourquoi le poème parle-t-il d'Achille, d'abord, puisqu'il s'agit des Spartiates. Pourquoi il parle d'Homère, et puis après un certain temps, on comprend, ce qu'il veut dire, c'est que les Spartiates sont aussi vaillants, sont aussi glorieux que les Danaïens qui ont détruit Troie, et que lui, en tant que poète, est un aussi grand poète qu'Homère qui a chanté l'Iliade. C'est ce dernier aspect qui va compléter notre tour d'horizon. J'aimerais encore attirer l'attention sur un détail de l'élégie. Simonide écrit à propos des Danaïens qu'ils ont détruit la ville célèbre dans les champs. J'ai souligné les mots ici sur la diapo. Pourquoi est-ce que Troie est célèbre dans les champs? Le contexte montre très clairement que Simonide se réfère ici à l'Iliade. Et le mot grec à oidimon a une histoire très intéressante dans les épopées homériques, où il occure une seule fois. Dans les poèmes homériques eux-mêmes, nous trouvons l'idée que les événements concernant Troie ne se sont produits que pour une seule cause, pour être chantés dans l'avenir, et cette idée est exprimée à deux endroits où le poète semble parler de sa propre poésie. Voici l'un de ces passages tiré du chant 8 de l'Odyssée, lorsqu'il entend le chanteur Démodocus chanter la fin de la guerre troyenne avec le fameux cheval, etc. Chez les Phéaciens, Ulysse, qui n'a pas encore été reconnu par les Phéaciens, verse des larmes. Et le roi Alcinous lui demande « Pourquoi tu pleures en entendant ce chant ?» Et il explique que tout ça, ce sont les dieux eux-mêmes qui ont fait ces choses afin qu'on les chantât dans les jours futurs, comme traduit le conte de l'île, « Essomenoi sina oide » verbalement, qu'elles deviennent chants pour les hommes de l'avenir. Le deuxième passage est encore plus frappant. Dans le 6e livre de l'Iliade, c'est Hélène qui s'adresse à son beau-frère Hector et met son destin en perspective de manière frappante. Zeus, dit-elle, lui a donné, ainsi qu'à Alexandros, c'est-à-dire à Paris, un destin funeste afin qu'il soit célèbre dans le champ des hommes de l'avenir, afin qu'il soit à oidimoi, essomenoi. Dans la terminologie de la narratologie, on parle ici de métalepse. Un personnage du récit sort de ce récit et semble savoir qu'il n'est qu'un personnage littéraire. Vous connaissez sans doute des exemples de ce procédé dans la littérature moderne, par exemple dans un roman cher à William Marx, le Don Quichotte, où dans la deuxième partie, le personnage titre apprend qu'il existe un roman sur lui. De même, Hélène semble regarder hors du texte homérique. Elle semble nous regarder et nous dire à nous, les futurs lecteurs, tout cela n'est arrivé que pour vous, afin que pour vous puissiez lire des récits à son sujet. Comme les auteurs de nos épigrammes, comme les auteurs des épinicies, le poète des épopées homériques se projette dans l'avenir et semble attendre un public de personnes éloignées de lui dans le temps et dans l'espace, accordant ainsi une place au lecteur dans son texte oral. Alors, pour terminer cette seconde conférence, j'aimerais vous parler sur un ton un peu plus confidentiel. À la fin des 2 heures qu'on a passées ensemble dans cette salle, nous sommes, j'espère, devenus un peu amis. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais néanmoins donner une petite anecdote. Quand j'avais 16 ou 17 ans, j'avais choisi l'option d'apprendre le grec au lycée, et c'était une matière que j'aimais beaucoup. Dans ma famille, il n'y avait pas beaucoup de livres. C'était vraiment ma première rencontre avec la littérature. Je me souviens
d'une après-midi quand j'étais dans une grande librairie, dans la grande ville proche du village où habitaient mes parents. C'était Aix-la-Chapelle, pour moi c'était immense, et cette librairie était immense pour moi. Donc j'étais ébloui, stupéfait de voir tant de livres. Je n'en avais pas l'habitude, je feuilletais des livres, c'était des livres de poche, et je suis tombé sur un que je trouvais, en parcourant quelques pages, très drôle, très bien écrit. Or, c'était Les Grenouilles d'Aristophane, dans un tout petit livre de poche. Quiconque est allé à l'école en Allemagne connaît ces petits livres, presque des brochures en jaune fluo. L'édition Réclame publie les grands classiques des littératures du monde. Ces livres sont très bon marché. À l'époque, si je me souviens bien, c'était moins d'1 euro, peut-être 1 mark que j'ai payé. Je l'ai donc acheté, je l'ai lu et relu. Les blagues d'Aristophane étaient drôles, sa manière de faire Échille et Euripide déclamer des morceaux choisis de leur tragédie était excellente, me faisait rire et me donnait envie de lire ces pièces elles-mêmes. En un mot, j'avais l'impression que cette comédie était vraiment écrite pour moi. Ce n'était qu'une première rencontre avec la littérature grecque et la littérature tout court. C'était mon billet d'entrée à ce royaume de l'écrit. Et depuis ce temps, j'ai fait des études, j'ai lu beaucoup de textes grecs et autres littératures, j'enseigne, je dirige des thèses, mais la question me hante un peu. Est-ce que ces textes étaient vraiment écrits pour nous? Est-ce qu'ils nous parlent? Ou est-ce que c'est un mirage? Et ces textes appartiennent à un monde disparu, et nous nous racontons des histoires intéressantes, mais un peu absurdes, sur des témoignages que nous ne comprenons plus. Cette question me hante parce qu'il y a pas mal de collègues qui affirmeraient que vraiment la civilisation grecque nous est tellement étrangère qu'il faut l'analyser avec des outils anthropologiques. Pour ces collègues, les textes grecs n'étaient pas faits pour être lus, n'étaient pas faits pour inviter des futurs lecteurs à s'engager dans les mondes possibles évoqués par leurs paroles, mais agissaient uniquement dans le contexte social et religieux de leur civilisation. Et notre tâche à nous n'est pas de les lire, de les interpréter, mais de reconstituer ce contexte. Il ne s'agit pas de lire et d'interpréter, mais de s'en servir comme document historique. Or, j'essaie de ne pas trop voir le monde, et surtout le monde grec, en noir et blanc. Je ne prétends pas que ces collègues, dont quelques très éminents étaient actifs ici à Paris, même au Collège de France, avaient absolument tort. Il est important de percevoir les différences fondamentales entre le monde grec et notre monde moderne, de contextualiser les textes que nous avons. Mais en même temps, je suis convaincu que les Grecs, depuis l'époque archaïque, avaient une vision de leur poésie qui dépassait de loin le cadre étroit de leur société actuelle. Quand Homère parle des générations futures, quand Pindare décrit ses poèmes comme offrant une gloire éternelle, quand Sophocle décrit la puissance terrifiante de l'homme, quand les Spartiates morts aux Thermopyles attendent patiemment l'étranger pour dire à Sparte qu'ils ont obéi aux commandes, ils ne pensaient certainement pas à nous, lecteurs du XXIe siècle, à notre monde avec ses intelligences artificielles, ses embouteillages dans les rues et ses crises gouvernementales. Mais ils imaginaient des personnes dans l'inconnu, dans des contrées lointaines, dans des siècles à venir, qui allaient écouter ces poèmes, les lire pour peut-être les réciter de nouveau, apprécier leur beauté, habiter leur monde. Ils avaient donc en tête un lecteur dans l'avenir. C'est ce que j'ai voulu montrer dans mes 2 conférences. Si une culture de la lecture a pu s'établir en Grèce depuis la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, si cette culture a pu se généraliser, se répandre dans l'univers grec d'abord et ensuite dans l'Empire romain et dans l'Occident tout entier, c'est grâce à cet aspect crucial des textes grecs, même avant la généralisation de l'écrit. Cet universalisme des textes grecs en fait une vraie littérature et explique pourquoi les lecteurs les trouvent attrayants, fascinants et beaux depuis plus de 2000 ans. Et cela, bien que la plupart de ces lecteurs n'aient pas des connaissances approfondies du contexte social, idéologique ou religieux de ces textes. Parce que le lecteur s'est trouvé dans ces textes, dans la littérature grecque, depuis le début. Je vous remercie.
Merci Thomas. Je crois que tout le monde ici, je suis content de voir que le public est nombreux, que tout le monde ici pourra dire que c'était une belle conférence, et que tu l'as vraiment, et que tu l'as magnifiquement fini avec ce souvenir d'adolescence qui part en fait d'une expérience de lecture, qui est la tienne. Et c'est à partir de là, effectivement, que tu essaies de comprendre la raison pour laquelle des textes si anciens, si loin de nous, continuent de nous parler. Alors cet intérêt nous donne l'illusion de continuer de nous parler. Voilà, ce sera peut-être la réponse de certains anthropologues, mais je suis d'accord avec toi sur le fond, réellement. C'est le problème auquel nous sommes confrontés en tant que spécialistes de ces littératures très, très lointaines, c'est-à-dire qu'à la fois le regard anthropologique, il se justifie à bien des égards, parce que ce sont des civilisations, tu l'as dit, tellement différentes des nôtres, et Sophocle ni Homère ne pouvaient imaginer ce que nous vivrions. Et la réciproque est peut-être vraie, nous n'arrivons pas nous-mêmes à imaginer ce qu'ils vivaient. Et en même temps, et oui, ces textes continuent à faire sens. Et c'est ce que j'avais essayé de dire un peu dans le tombeau d'Édipe, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a à la fois une incroyable distance, et en même temps, on est obligé de bien faire avec le fait que ces tragédies sont là, et que, bon, voilà, on lit ce cœur d'Antigone, et ma foi, on est saisi, nous aussi, on a l'impression que c'est de nous qu'il parle également. Donc je crois que tu as vraiment extrêmement bien saisi la beauté de ces textes, mais surtout au bout du compte leur force, la façon dont déjà ces textes prévoyaient, tu l'as dit, leur réception future, même s'ils n'imaginaient pas la distance qui pouvait exister. Et vraiment, le témoignage final montre qu'en fait, je crois qu'à un moment donné, quand on fait l'explication de textes anciens, on ne peut pas s'abstraire soi-même de l'expérience. On est obligé de rentrer dans une sorte de phénoménologie de la lecture, parce que il faut bien expliquer pourquoi nous intéresserions à des textes qui seraient si loin de nous s'ils ne nous parlaient pas. Nous ne sommes pas là, finalement, en ethnologue. Nous sommes là aussi parce que nous faisons de la littérature et qu'il y a une beauté, des émotions, des idées, des choses qui passent et qui ne sont pas là purement des jeux, qui sont créés par les textes, mais dont sans doute ces jeux textuels avaient déjà été prévus par les auteurs. Et donc, ma foi, il faut en faire sens. Et donc, je crois que, pour ma part, je trouve que ces deux conférences qui faisaient vraiment sens ensemble, je les trouvais très, très convaincantes dans cette idée qu'en fait, il y a un lecteur dans le texte, un lector in fabula. Voilà. De te fabula narratur. Au bout du compte, ces textes aussi nous parlent, nous disent quelque chose. Et il faut aussi avoir ce type de regard sur les textes anciens. Voilà. Donc ça, franchement, merci de l'avoir dit, surtout en un temps où beaucoup voudraient peut-être, je parle pas de ces anthropologues, au contraire, qui veulent aussi défendre l'Antiquité, mais voudraient peut-être nous séparer de cette culture très, très lointaine en disant, voilà, ça n'a plus rien à faire avec nous, il faut se débarrasser de la culture antique, de la culture grecque, latine, parce que ce sont des mondes qui nous font, à certains égards, horreur, par certaines de leurs valeurs, et que donc, voilà, mieux vaut les oublier. Ce n'est ni ton point de vue, ni le mien, ni le point de vue de Jean-Pierre Vernant, ni le point de vue, etc. Ce sont des développements très récents de la science, avec beaucoup de guillemets, classique, qui se développe de l'autre côté de l'Atlantique. Autant que je me souvienne, dans la première conférence, tu citais justement un passage des Grenouilles, où c'est Dionysos qui dit, alors je ne sais plus quel verbe a été traduit par, mais c'est traduit par « je lisais pour moi ». Voilà, mais c'est toujours le verbe lire, mais cette fois-ci c'est lire. Pour moi, il est sur le bateau, donc il lit en silence, parce que je ne vois pas très bien comment il pourrait lire à haute voix. Oui. Alors ça, c'est une des questions qu'on a beaucoup traitées. Est-ce que le monde antique lisait à haute voix tout le temps, ou est-ce qu'il y avait des exceptions? Et il est absolument évident
qu'il y a des exceptions. Dans l'Hippolyte d'Euripide, Thésée lit une lettre, il y a les gens qui l'entourent, et donc il lit la lettre, et les autres demandent qu'est-ce qu'il y a dans la lettre. Et personne ne le sait. S'il avait lu à haute voix, tout le monde aurait compris. Même chose pour les salles de lecture dans les grandes bibliothèques à Rome. On imagine une cinquantaine de personnes, tout le monde est là, penché sur ce livre, et lit à haute voix. Non, ça ne fonctionne pas. Donc la lecture silencieuse existait bien sûr à l'Antiquité aussi, et nous avons vraiment des témoignages là-dessus. C'est un peu sous-évalué parce que la lecture à haute voix est quelque chose qui nous semble, disons, différent de ce que nous faisons nous. En général, on ne le fait pas. Et nous avons vu, vous vous souvenez de cette histoire de la pomme de Cydippe, elle lit à haute voix. Je jure de ne me marier qu'à Contius. Mais il y a les deux côtés, il y a la lecture silencieuse et la lecture à haute voix, tous les deux. Oui, je crois qu'on a beaucoup trop insisté, accordé beaucoup trop d'importance à ce que dit saint Augustin sur son maître Ambroise. Et en fait, il faut sans doute le replacer dans un autre contexte. Il veut dire quelque chose sur Ambroise, mais qui n'est pas quelque chose sur l'histoire de la lecture. C'est pas ça qu'il nous dit, je pense. C'est plutôt quelque chose sur un rapport à l'intériorité, avec Dieu, la spiritualité, etc. Surtout ce qui se passe avec Ambroise. Ambroise est là, entouré de ses disciples, et il lit silencieusement. Ça, c'est quand même bizarre d'être entouré par des gens et ne pas lire à haute voix parce qu'il ne veut pas partager sa lecture avec les autres. C'est ce que saint Augustin trouve remarquable ou bizarre, et pas le fait qu'il lise silencieusement en soi. Oui, donc je pense que le texte d'Augustin dans les confessions a été quand même assez mal interprété en général par certains historiens. Voilà, je suis d'accord, je suis absolument d'accord. Tu as tout à fait raison d'insister là-dessus. Bon, je pense qu'on a peut-être terminé avec les questions. Il est aussi temps de remercier très chaleureusement Thomas Schmitz de ces 2 magnifiques conférences, en espérant qu'il y aura un livre qui sortira sur le lecteur. Un jour, oui. On l'attend attendivement. Merci beaucoup. Merci.